Bonjour. Il n'y a pas si longtemps, alors que j'étais dans la région de Versailles pour quelques jours, j'avais rendez-vous avec un ancien collègue en fin d'après-midi dans le parc du château. Étant disponible après déjeuner, je décidai de passer l'après-midi dans le parc et arrivé en haut du parvis, devant ce paysage, cette vue unique des grands jardins et du grand canal. Bien que tout ça soit grandiose, je ne me sentais pas vraiment en phase avec le lieu. Et donc, après avoir erré en différents endroits du parc, j'ai décidé de me poser dans un endroit qui est le hameau de la Reine, qui est un peu plus, je dirais, brouillon ou un peu plus sauvage que les grands parcs. Et y rester l'après-midi, il m'y sentait bien. Plus tard, en fin d'après-midi, mon collègue me rejoignit et s'étonna de mon choix. Il me dit « Comment tu as choisi cet endroit pour te ressourcer, pour avoir de l'inspiration, alors que tu aurais pu être en haut du parvis, en haut des grands escaliers, face à cette vue imprenable, avec ces lignes parfaites, ces arbres bien taillés, tout ça, c'est une source inépuisable d'énergie, d'inspiration. C'est là que tu aurais dû te mettre pour te ressourcer. » Pour lui, il était évident qu'en étant à cet endroit, le lieu de ressourcement devait être cette vue unique et non pas cet endroit un peu plus brouillon qui est le hameau de la Reine. Cela illustrait pour moi la notion, la devise qui est « il en faut pour tous les goûts ». Pourquoi cette histoire ? Je pense que dans la cité de 2.0, la cité de demain devra s'adapter à tous les goûts. Si je rattache ça à ma spécialité, qui est donc la typologie, je dirais même qu'il en faut pour tous les types. En effet, bien que nous soyons uniques, en effet, donc la cité de demain devra s'adapter à la diversité. Que la diversité soit culturelle, sociale ou bien même religieuse, il faudra s'adapter à cette diversité et également à cette diversité de personnalité. Nous sommes tous uniques et différents, mais certains traits de notre personnalité peuvent être regroupés, sont suffisamment caractéristiques pour être regroupés en typologie. Vous avez tous entendu parler de types de personnalité. On va les retrouver dans les cabinets de recrutement, on les retrouve chez les conseillers en orientation, on retrouve également ces concepts même dans les magazines, les spécialistes en ressources humaines. Il existe plusieurs modèles, certains sont plus pertinents que d'autres suivant leur usage. En fait, moi je travaille sur un modèle particulier qu'on pourrait qualifier de neuropsychomoteur. C'est-à-dire qu'il part du principe que notre fonctionnement cérébral, que notre organisation cérébrale va influer à la fois sur notre fonctionnement psychique et sur notre fonctionnement moteur, sur notre manière de bouger. J'ai découvert cette typologie il y a une quinzaine d'années et j'avoue que ça a profondément changé ma vie. Ça m'a permis de faire le tri entre qui je suis naturellement, quel est mon cerveau, et la personne que j'étais devenue pour faire plaisir à mes parents, pour faire plaisir à mes professeurs, pour suivre le modèle de la société, pour rentrer dans le moule. Donc c'était un formidable chemin pour moi de développement, de redécouverte, qui m'a permis de travailler sur ces deux grands thèmes importants qui sont la notion de « connais-toi toi-même » de Socrate et également de travailler sur le « deviens qui tu es » de Pindare. En fait, cette notion de typologie n'est pas vraiment nouvelle, puisque nous sommes dans le thème de la cité 2.0, la cité du futur. Moi, je vous propose de retourner aux origines de la cité, aux origines grecques. Si on retourne à l'époque des Grecs, il y a 500 ans, les penseurs grecs avaient commencé à observer les individus interagir, répondre à leur environnement, et ils avaient remarqué qu'on pouvait regrouper les comportements humains en 4 grands schémas. Schémas que Platon, Aristote, et même Hippocrate et Galien plus tard, appelèrent tempéraments. En fait, ces 4 schémas sont des schémas qui sont même constants dans le temps, puisque quelqu'un qui a ce schéma à 20 ans, 10 ans plus tard, continue à fonctionner avec ce même schéma. Et cette notion de tempérament, en fin de compte, est une notion qui a duré dans le temps, puisqu'on va la retrouver auprès de certains philosophes, comme Kant ou Nietzsche. On la retrouve également avec certains écrivains, par exemple avec Tolstoï, qui s'en est servi pour écrire Guerre et paix. Et c'est une notion comme ça qui a passé les âges, qui a évolué, s'est affinée. Et on la retrouve même dans le monde contemporain, puisque des gens comme David Keirsey ont travaillé dessus dans le cadre de l'entreprise pour un peu modéliser les fonctionnements de l'entreprise à partir de ces 4 tempéraments, et même dans le cadre des neurosciences, puisque le docteur Eric Breverman a travaillé sur la notion de neurotransmetteurs et de tempérament. Pour la petite histoire, on le retrouve même dans la littérature moderne, puisque Harry Potter, les 4 maisons d'Harry Potter correspondent justement à ces 4 tempéraments.
Donc cette notion de tempérament, c'est vraiment une notion qu'on a retrouvée avec le temps. Les modèles sur lesquels moi je travaille en termes de typologie sont des modèles un peu plus fins, qui sont basés aussi sur les travaux de Carl Gustav Jung, mais qui restent alignés avec les mêmes frontières que cette notion de tempérament. En fait, le principe de tout ça, c'est de dire que bien que nous soyons, même par exemple pour deux personnes qui sont de même culture, de même environnement, on aura tendance à penser, on partira du présupposé qu'on fonctionne de la même manière, que si moi j'ai compris ça, l'autre a dû le comprendre, que si moi j'ai vu ça, l'autre a dû également le voir. Oups, excusez-moi, c'est un peu trop vite. Et donc, on a ce présupposé de dire qu'on fonctionne tous de la même manière. Et ce qu'avaient déjà pressenti les Grecs, et ce qu'ont montré un peu les neurosciences, c'est justement qu'on peut avoir différents câblages, différents fonctionnements. On partage tous les mêmes centres fonctionnels, mais on ne les active pas avec les mêmes priorités, avec le même ordre. Et ce qui nous fait un certain nombre de différences. Et donc moi, je travaille essentiellement sous cette notion de différence de fonctionnement. La notion de différence est une notion très intéressante, parce que la notion de différence entre les individus peut nous emmener dans deux spirales différentes. Ça peut nous emmener dans une spirale de progrès. Lorsque les différences sont respectées, elles nous permettent alors d'échanger sur nos talents afin de se développer. Mais les différences peuvent nous amener aussi dans une spirale de conflit. Lorsqu'elles génèrent de l'incompréhension, qui va générer de la méfiance, du rejet et terminer sur le conflit. Vous savez, souvent on entend dire « les gens qui sont différents, on s'en méfie ». La différence est une source de beaucoup de conflits. Il suffit de regarder aujourd'hui l'actualité pour voir à quel point les différences de culture, les différences de race, les différences de religion vont générer des guerres. L'actualité actuelle est vraiment pleine de cette notion de guerre. Donc toutes ces différences, en fin de compte, sont vraiment, moi ce qui m'intéresse dans mon travail sur les différences, c'est vraiment ces différences de fonctionnement. Et le fait qu'on va avoir, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, on va, suivant notre câblage cérébral, on va activer plus ou moins vite certains aspects du cerveau. C'est-à-dire qu'en réalité, en plus de ces différences de religion ou de race, ces différences de fonctionnement vont faire que certaines personnes vont avoir des cerveaux qui vont activer d'abord l'avant puis l'arrière, alors que d'autres personnes vont avoir des cerveaux qui vont s'activer dans d'autres différences, dans un autre ordre. Ce que je vous propose comme petit exercice pour illustrer un peu ça, c'est de croiser les bras. Donc si vous regardez vos collègues, vous regardez un peu tout le monde dans la rue, ou dans la ligne où vous êtes, vous remarquez que certaines personnes croisent les bras en mettant le bras droit dessus, et d'autres personnes croisent les bras en mettant le bras gauche dessus. Si maintenant je vous demande de faire l'inverse, vu les rires, vous vous rendez compte qu'il y a quelques difficultés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est même pour certaines personnes, il faut réfléchir comment on fait pour réussir à faire l'inverse. Et pourtant, le fait de croiser les bras d'une certaine manière, ce n'est pas dû à votre morphologie. Si on analysait les bras des gens qui croisent avec le bras droit par-dessus ou ceux qui croisent avec le bras droit par-dessus, bras gauche par-dessus, on ne verrait pas de différence morphologique. La seule différence, elle est là. C'est une différence de câblage du cerveau qui fait que pour des raisons d'efficacité, pour ne pas vous prendre la tête lorsque vous voulez vous détendre, votre cerveau a choisi une fois pour toutes comment vous allez croiser les bras. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on fait l'expérience dans 15 ans, vous croiserez les bras toujours de la même manière. C'est quelque chose qui ne va pas changer, sauf accident cérébral ou accident physiologique. On retrouve la même chose dans la notion d'écriture, entre les droitiers et les gauchers. Cette différence de droitier et gaucher est due à une différence de câblage du cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que cette différence, elle n'est pas là par hasard, elle est là pour une raison d'évolution. Pourquoi on a ce câblage? Pour une raison de survie. Parce que si jamais un événement dangereux arrive, vous ne devez pas avoir le temps, le cerveau n'a pas le temps de réfléchir quel bras il va utiliser pour vous protéger. Si vous trébuchez, si un objet arrive, un danger arrive, il faut que vous puissiez vous protéger le plus vite possible. Et donc, d'un point de vue évolution, la nature a fait un choix de telle sorte que ce soit la main droite ou la main gauche, ou le pied droit ou le pied gauche qui va réagir, sans que vous ayez à y réfléchir. C'est un processus automatique. Cette notion de câblage du cerveau, donc qu'on peut voir au niveau moteur, comme on vient de l'expérimenter, elle existe au niveau des centres fonctionnels. Je vous propose un autre petit exercice. Je passe sur cette slide. Qu'est-ce que j'ai dessiné? Mexicain, alors, on va avoir deux types de réponses. Sur ce genre de dessin, certains d'entre vous vont dire « j'ai fait un trait et un rond ».
Alors que d'autres vont dire, mais non, c'est un coucher de soleil, ou un lever de lune, ou un ballon qui rebondit. Ceci illustre la manière dont vous utilisez votre cerveau. En fait, personne n'a tort, personne n'a raison. Ce sont deux manières de voir. Les gens qui vont spontanément dire « j'ai fait un trait à un rond » sont des gens qui vont utiliser en priorité l'arrière du cerveau, là où se trouvent les sens. C'est des gens qui utilisent leurs 5 sens pour percevoir le monde. Et donc, ils vont utiliser cette partie arrière du cerveau et ils auront tendance à voir plutôt d'abord le trait et le rond. Alors que ceux qui vont dire spontanément c'est un lever de soleil ou un coucher de lune ou un ballon qui rebondit sont des gens qui ont tendance à utiliser plutôt leur 6e sens, qui est à l'avant du cerveau où se trouve une bonne partie de l'activité intuitive. En fait, on a tous les deux parties du cerveau, simplement, c'est un ordre de priorité. Certaines personnes activent en premier l'arrière du cerveau et ont tendance à voir d'abord les signes avant de voir les symboles, alors que d'autres personnes activent en priorité d'abord l'avant du cerveau et voient plutôt les symboles avant de voir les signes. Ce qui est intéressant de noter, cette différence de fonctionnement entre les êtres humains, ce qui est intéressant, c'est que si on revient à nos penseurs grecs, à nos tempéraments grecs, on se rend compte que sur les 4 tempéraments des Grecs, 2 fonctionnent plutôt avec l'arrière du cerveau et 2 fonctionnent plutôt avec l'avant du cerveau. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà identifié plus ou moins ou pressenti cette dichotomie du fonctionnement du cerveau. En quoi ceci est important? Pour moi, c'est important cette notion de différence parce que il va falloir que dans la ville de demain, on tienne compte de ça, qu'on tienne compte de ces différences de fonctionnement. Il faudra que la cité de demain tienne compte du fait que si on se rapproche par rapport au tempérament, qu'on a des besoins différents au niveau psychologique, c'est-à-dire que si on reprend les 4 tempéraments, ils correspondent à 4 besoins différents au niveau psychologique et qui vont produire également 4 talents différents. Si je reprends 2 exemples, par exemple, dans les talents, dans l'approche typologique de tempérament, il y a un talent qui s'appelle le talent de l'artisan. L'artisan, c'est quelqu'un qui a un talent tactique énorme, c'est quelqu'un qui est capable de vous dépanner en 2 minutes. C'est vraiment le pompier de service. Ce sont des gens qui, dès qu'il se passe quelque chose, ils vont tout de suite se mettre à agir et ils vont faire ça de manière efficace. Et ce talent, pour pouvoir s'exprimer, il a besoin d'avoir la liberté d'agir par rapport aux besoins du moment. Il faut qu'il se sente libre d'agir, il faut qu'il puisse bouger, il ne faut pas qu'il ait de contraintes. Et dans ce cas-là, il va vraiment produire et il va être efficace. Un autre talent, par exemple, est le rationnel. Le rationnel, ce sont des gens qui ont une capacité stratégique énorme. Eux, ils voient à long terme, ils ont une vision stratégique, ils sont capables aux échecs, ils voient 10 coups d'avance. Ils sont capables de créer des systèmes extrêmement complexes. Et eux, leur besoin fondamental, c'est un besoin de compétence et de savoir. Ils ont besoin d'avoir accès au savoir, ils ont besoin de développer leurs compétences, ils ont besoin de pouvoir même la mettre en compétition. Si leur besoin d'accès au savoir n'est pas satisfait, ils ne pourront pas produire leur talent, qui est un talent justement de vision stratégique. Donc ces notions de tempérament, c'est intéressant parce que donc, chacun des tempéraments va avoir cette combinaison de besoins fondamentaux à respecter et de talents qu'il va pouvoir délivrer. Et donc dans la cité de demain, il va falloir intégrer cette notion à plusieurs niveaux. Il va falloir l'intégrer aussi bien au niveau de l'organisation de la ville, des quartiers, de ces espaces verts, parce qu'on peut voir que en fonction des tempéraments, la vie, et je vais l'illustrer juste après, la vie dans la ville est différente, la perception de la vie est différente. Il faudra également l'intégrer au niveau du savoir-faire des agents. Les agents publics qui interagissent avec la population auront besoin de comprendre ces besoins fondamentaux pour améliorer leur interaction avec la population. Et il est intéressant aussi de retrouver ça au niveau du système éducatif. Parce qu'il va falloir apprendre à bien vivre. Aujourd'hui, notre système éducatif nous apprend plein de choses au niveau des connaissances, des talents, des manières de faire, mais il y a très peu de cours sur le savoir-vivre entre nous, savoir-vivre entre les humains. C'est quelque chose qu'on n'enseigne pas, malheureusement. Et il faudra l'intégrer. Et cette approche de tempérament qui permet de respecter les besoins de chacun est une approche intéressante pour apprendre à vivre ensemble. Si je reprends le premier exemple de l'organisation de la ville, je voulais juste partager avec vous une petite remarque vis-à-vis de Grenoble et du tramway. Si on regarde l'organisation du tramway à Grenoble, la première ligne, la ligne A, si vous regardez rue Félix Poula, par exemple, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'espace est extrêmement ouvert. Tout le monde partage le même espace. On peut à la fois y retrouver les vélos, les véhicules autorisés, les piétons, tout le monde est au même endroit, partage l'espace, passe où il veut, quand il veut.
Si on regarde un INSEE qui a été construite 20 ans plus tard, on a une organisation très structurée de l'espace. Vous pouvez le constater sur la photo, il y a les voies pour les piétons, les voies pour les pistes cyclables, il y a les zones pour les arbres, il y a les zones pour le gazon, il y a les zones pour le tramway, les zones de stationnement. Tout le monde est complètement parqué dans des zones bien particulières. Et toutes les choses sont vraiment très structurées. D'un point de vue tempérament, ce qui est intéressant de noter, c'est que les tempéraments du type artisan se sentiront beaucoup plus à l'aise au Félix Poula, parce qu'eux, ils ont besoin de pouvoir passer où ils veulent, quand ils veulent. Ils peuvent bouger, se déplacer dans l'environnement comme ils le ressentent. Alors que lorsqu'ils seront dans l'environnement de la INSEE, ils vont se sentir contraints par le fait qu'il y a des voies, qu'il y a des feux, qu'il y a des passages cloutés, tout ça, c'est une organisation qui les contraint. Un autre tempérament, par exemple, comme le tempérament gardien, ça sera l'inverse. Les gardiens, lorsqu'ils sont dans cette zone de la INSEE, au contraire, se sentent rassurés, parce que chaque chose a sa place, il n'y a pas de surprise, et du coup, ils s'y sentent bien. Alors que lorsqu'ils sont rue Félix Poula, ils vont se sentir beaucoup moins à l'aise. Ils devront monter leur niveau de vigilance parce qu'ils seront moins en sécurité, parce que beaucoup d'événements peuvent intervenir, beaucoup d'imprévus peuvent intervenir. Et dans cet environnement-là, eux seront mal à l'aise. Donc il n'y a pas un environnement qui convient à tout le monde, simplement. On peut voir que quand on construit la ville, il va falloir respecter ces différences. Et il y aura des zones où certains tempéraments seront beaucoup plus à l'aise. Mon rêve dans cette cité 2.0, dans ce que je voudrais réaliser, et sur lequel je travaille, c'est un peu de fournir aux habitants, sortons de cet espace de la ville, mais revenir plutôt au niveau de la relation entre les hommes, c'est de fournir aux habitants un peu comme on a une carte et un GPS, ou une carte et une boussole pour naviguer dans la cité, pour s'y retrouver, moi je voudrais travailler sur la carte et le GPS, ou la carte et la boussole pour naviguer dans les relations humaines. Je pense que c'est important dans cette ville du futur que chacun ait les moyens et les outils pour comprendre mieux l'autre, comprendre son fonctionnement, ne pas avoir l'impression qu'il est sur une autre planète, de mieux se comprendre, de pouvoir mieux se développer. Donc je voudrais conclure un peu cette présentation et puis permettre de conclure un petit peu aussi ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est de dire méfiez-vous de la taille unique. Vous savez, les Américains ont cette phrase « one size fit all ». C'est quelque chose qui ne marche pas. Il n'y a pas de taille unique. Je pense qu'il est important qu'on respecte la diversité de fonctionnement des gens de façon à faire en sorte que les habitants de la ville du futur partent non pas dans une spirale de conflit, mais partent dans une spirale de progrès, une spirale de développement. Je vous remercie pour votre attention.